Salut, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette édition nouvelle des Engage Call Corporate où on a la chance d'accueillir Eva Sadoun, à qui je vais demander d'allumer la caméra. Ça va venir. J'espère que vous gardez tous de l'énergie en ces temps difficiles, évidemment. L'énergie, d'ailleurs, je pense que Eva Sadoun en a beaucoup. Vous verrez tout ce qu'elle entreprend pour essayer d'accompagner la transition, à la fois sur un plan financier, mais aussi via Impact France. On y reviendra pendant la discussion. Bonjour Eva. Juste un point pour vous dire, on va attendre parce que d'habitude, on est beaucoup plus nombreux, donc les gens vont arriver. Juste pour vous dire, je vais en profiter pour introduire ce que l'on va faire après, puisque après l'interview d'Eva, nous aurons un temps d'intelligence collective, comme d'habitude, où on traitera de la question générique, mais qui est presque conclusive pour ce cycle des Engage Call Corporate, qui est quelles sont les actions prioritaires pour accélérer la transition des entreprises. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est comment elles aussi peuvent s'engager, se transformer pour accompagner la transition, bien sûr, environnementale et sociale, sociétale, et devenir des acteurs responsables et engagés dans cette transition. Et puis la prochaine fois, avec Xavier Bertrand, on parlera de leadership conscient, c'est-à-dire comment on peut où on peut nous-mêmes nous transformer, on doit nous-mêmes nous transformer pour être des acteurs de cette transformation. Et puis, on aura un temps d'intelligence collective, peut-être un peu plus introspectif presque. Et en tout cas, on verra comment on peut nous changer et comment on peut changer notre propre boîte de l'intérieur. Voilà pour l'introduction, voilà pour… je vois que les gens nous rejoignent, très bien. Voilà pour ces propos liminaires. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Eva. Est-ce que tu pourrais te présenter, parce que tu es jeune, et ça, je tiens à le dire, mais tu as déjà monté et tu crées énormément de choses. Donc, voilà, je te laisse te présenter au départ pour introduire. Bonjour tous. Donc effectivement, j'ai 30 ans. Je suis entrepreneur et je considère que l'entrepreneuriat que je défends, c'est un entrepreneuriat qui n'est plus neutre et qui essaie de s'impliquer à tous les niveaux pour pouvoir opérer la transformation qu'il a envie de voir au sein de son entreprise. Donc effectivement, j'ai monté une entreprise il y a 6 ans, cofondée avec un associé qui s'appelle Julien, qui s'appelle Lita.co, qui est une entreprise qui redirige les investissements individuels vers les entreprises sociales et écologiques, de la start-up au projet d'énergie renouvelable, au logement social, à la PME d'insertion. C'est une entreprise qui opère en France, en Belgique, en Italie, bientôt au Luxembourg. On a une 50aine de salariés et on travaille à recréer ces circuits courts dans la finance. J'ai lancé une nouvelle entreprise récemment sur laquelle je travaille depuis longtemps, qui s'appelle Rift, qui est une entreprise qui en fait est une application mobile qui permet dans la data, qui permet de collecter la donnée sur l'ensemble des produits d'épargne des Français, les 5 000 milliards et bientôt européens, avec comme objectif de d'en comprendre les impacts environnementaux, de comprendre les sous-jacents de notre épargne et également d'opérer une transition de cette épargne vers une épargne qui est plus durable. Et également, c'est un outil d'information, donc c'est un média qui reprend des thèses économiques, qui reprend l'actualité financière et économique et qui fait de la pédagogie autour de cet enjeu. Donc, la mission du groupe LITA, c'est vraiment de démocratiser la finance durable en Europe et on le fait avec plusieurs leviers. Et on lève aussi là, un fonds en ce moment de 100 millions d'euros pour co-investir auprès des particuliers. Et Donc ça, c'est une partie de… Pardon ? entrepreneurial, voilà. Voilà. Et l'autre partie du travail que je fais qui est en dehors de l'entreprise, c'est notamment la coprésidence du Mouvement Impact France, qui est la jonction entre Tech for Good France, qui est un collectif d'entrepreneurs de la tech au service du bien commun, et le mouvement des entrepreneurs sociaux. Le mouvement des entrepreneurs sociaux qui a été créé par Jean-Marc Bourrello, qui est un mouvement qui représente une nouvelle famille de l'économie sociale, qui utilise des modèles économiques pérennes, viables, des modèles de société commerciale associative au service de l'intérêt général. Donc avec le mouvement Impact France, on a voulu créer cette fusion pour perpétuer ce travail, en fait, de montrer qu'il existe une nouvelle famille économique qui répond à des enjeux sociétaux et qui met ces enjeux au cœur de son modèle, en essayant d'élargir et en essayant de penser l'économie sociale comme aussi de l'économie écologique, donc en permettant aux entrepreneurs divers qui travaillent sur des problématiques liées au climat, qui sont fondamentales et qui sont à la racine d'énormément des enjeux sociaux également, de Présent rejoindre et le à mouvement venir. et aussi de permettre à des PME… Comment ? Donc, j'ai dit présent et à venir. Voilà, parce qu'on est déjà dans cette Présent et à venir, tout à technologie. fait.
tout à fait, et qui permet aussi d'accompagner les PME plus largement et les grands groupes vers cette transition avec des outils, notamment l'Impact Score, qui est un outil qu'on a développé. Donc voilà, on est une organisation professionnelle, on est un mouvement de plaidoyer, on est un mouvement de montée en compétences et de nouvelles opportunités business pour l'écosystème. Et on est surtout un mouvement qui a pour objectif de représenter une nouvelle famille d'entreprises. Et à la fin du mandat, on espère qu'on pourra du coup faire partie des partenaires sociaux. Donc en fait, pour pouvoir peser aussi dans le débat public et influencer l'écosystème, donc face à des acteurs comme le MEDEF, qui sont des acteurs avec lesquels on communique, mais qui aujourd'hui n'ont pas des réponses qui sont à la taille des enjeux. On est bien d'accord avec ça, ma chère Eva. Donc, rentrons peut-être encore plus dans le vif du sujet. C'est joli, ce petit machin-là. Et en disant, est-ce que tu pourrais nous présenter succinctement plus précisément peut-être ce que tu fais avec l'ITA, et peut-être nous raconter quelques belles histoires, puisque c'est du crowdfunding en capital. J'avais eu la chance d'ailleurs de passer par l'ITA au début avec Engage. Alors, je te laisse la parole. Alors, tout ce qu'on fait, c'est pour casser 4 grands paradigmes du secteur financier. Le premier, c'est la déconnexion du secteur financier avec l'économie réelle. Et le deuxième, c'est l'opacité, le manque de compréhension de la manière dont l'économie et la finance fonctionnent. Donc après, il y en a 2 autres, mais je vais vraiment me focaliser sur ces 2-là, parce que c'est vraiment l'ambition de l'ITA. C'est de montrer qu'en fait, la finance peut être reconnectée directement à l'économie réelle. Donc en fait, on permet à des investisseurs, à des particuliers qui investissent entre 100 et 200 000 euros par an, de pouvoir trouver des entreprises qui correspondent à pour ce que lui, l'économie doit ressembler. Donc, une économie qui est résiliente. Donc, notamment, on parle beaucoup en ce moment de résilience de nos chaînes de valeur. Oui. Ouais. Je dis juste quand c'est entre 100 et 200 000 euros, c'est entre 100 euros et 200 000 euros. Parce que ça peut commencer avec des petits investissements. Oui, Voilà, c'est pas 100 000 oui, euros. oui, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est que, oui, là, exactement. C'est qu'on a une communauté hyper hétérogène. On a des gens qui investissent voilà, une centaine d'euros par mois, d'autres qui sont dans des logiques vraiment de placement un peu plus massives. C'est parce qu'on nous demande souvent qui sont vos investisseurs. Enfin, c'est vraiment tout le monde. C'est ça qui est assez intéressant. Donc, en fait, on permet à ces investisseurs de trouver ou des opportunités d'investissement innovantes, comme des startups dites tech for good. Donc, par exemple, dans cet univers-là, on a eu Roger Voice, qui est une entreprise qui a très bien fonctionné, qui fonctionne toujours très bien, qui développe des applications mobiles et une intelligence artificielle pour aider les sourds et malentendants à communiquer. Une application maintenant qui est utilisée dans le monde, qu'on a soutenue vraiment au démarrage et qui aujourd'hui vraiment voilà, prend beaucoup d'espace et notamment on travaille avec l'ensemble des grands groupes sur la digitalisation de ces échanges pour faciliter l'insertion des personnes sourdes et malentendantes. On peut avoir des structures dans le logement social, par exemple, donc avec là un investissement qui est un peu plus pardon, un investissement qui est un petit peu plus garanti de par l'actif immobilier avec des structures comme le Chênelet qui développe des logements écologiques mais pour des personnes ultra précaires, des structures comme la Solifab qui est le fonds d'investissement de la Fondation Abbé Pierre. Ouais. Donc là, on peut commencer un peu à diversifier. Donc, ce sont toutes Après, on les va avoir un entreprises. Tu produit dis qu'on appelle l'obligation. Ouais. pardon, quand tu dis fonds d'investissement Comment? de l'Abbé Pierre, enfin de la Fondation Abbé Pierre, c'est une entreprise en fait. Hein. Il n'y a que des entreprises ou tu es ouvert aussi aux associations? Sur l'ITA, je parle. Non, il y a aussi les associations. Il y a aussi les associations. Donc là, en l'occurrence, c'était une entreprise effectivement qui finance des structures dans le logement social, qui investit dans des projets immobiliers. Et on peut avoir des associations. Là, en ce moment, on a l'UCPA, par exemple, qui est une association assez iconique dans le domaine du sport et de l'insertion. Donc, qui est l'association, mais en fait, qui a un modèle économique. Donc, ça veut dire qui ne fonctionne pas que à l'aide de subventions et qui peut recueillir des investissements ou des obligations. Donc, on a des obligations qui sont des produits de dette long terme qu'on offre pour les structures qui ont la capacité de les rembourser. Et on crée des obligations sociales, comme par exemple sur l'UCPA, où en fait on indexe aussi une partie du rendement à la performance sociale de la structure pour que en fait elle puisse, plus elle fait d'impact, en fait moins l'obligation est chère. Et on va avoir notamment aussi des obligations environnementales ou liées à l'insertion professionnelle. On a eu ça notamment avec 1083, qui est une entreprise qui relocalise la production de jeans, qui s'attaque du coup à la problématique du secteur textile et à la fragmentation des chaînes de valeur, qui en fait aussi a bénéficié d'une obligation verte ou une obligation sociale avec des critères en fait qui sont des critères financiers mais aussi des critères extra-financiers. Voilà, donc ça c'est pour comment enfin ouais. Vas-y, Non, je non, t'en je t'en prie. prie, je t'en prie, je t'écoute, je t'écoute.
Vas-y, je te laisse déployer ton raisonnement. Donc, en gros, voilà. Donc, en gros, l'enjeu, voilà, c'est de permettre à ces individus d'investir dans ces sociétés-là. Ils se constituent ce qu'on appelle un portefeuille solidaire. Ça veut dire qu'ils l'équilibrent par rapport à leurs ambitions sociales et écologiques, par rapport au patrimoine qu'ils ont disponible, par rapport à leur connaissance aussi du secteur. Donc, en fait, on est une plateforme et on est aussi des conseillers. Donc, avec des conseillers en ligne en mode robot advisor, où vous remplissez un questionnaire, on vous propose un portefeuille adapté à vos attentes et aussi des conseillers physiques avec des personnes qui accompagnent en fait les individus sur leur stratégie de placement pour qu'elle soit toujours équilibrée par rapport à leurs attentes. Et en fait, on vous propose un micro-fonds en fait individuel d'une certaine manière où en fait vous avez une traçabilité de vos investissements. Et vous n'êtes pas juste dans un fonds dit d'impact investing qui en fait va lui-même investir sans que vous ayez un peu de possibilité de choisir vous les investissements que vous voulez faire. Donc en fait, nous, l'ITA, on se place dans ce qu'on appelle l'impact investing. Très rapidement, il y a deux grandes familles, hein. Il y a la famille de l'investissement socialement responsable, qui là sont tous les produits financiers qui ont des exigences sociales et écologiques qu'on appelle dites ESG, environnementale, sociale et de gouvernance, où en fait on a des stratégies d'investissement dans des entreprises classiques, mais qui sont responsables. Et il y a l'investissement à impact, qui lui est l'investissement qui est dirigé directement vers des activités qui ont une utilité sociale et environnementale. Ce qu'il faut dans le marché, c'est les deux, parce qu'il faut influencer l'économie en place et il faut également Ernest, investir dans la nouvelle vision de l'économie et faire naître de nouvelles initiatives. Donc voilà, c'est pour créer un petit peu aussi un peu de pédagogie autour de ces deux notions. absolument. Merci pour ces détails sur l'ITA. J'enchaîne sur Rift parce que finalement, c'est très lié tout ça. Tu peux nous présenter aussi Rift là, qui vient de sortir et qui a eu pas mal de buzz en quelque sorte parce que ça correspond, je crois, à un besoin très fort de savoir ce qu'on fait de notre argent et l'argent et qu'est-ce qu'il a comme impact. Tout à fait. Parce que c'est vrai que dans les grandes masses financières, on oublie souvent l'épargne. On pense au plan de relance, aux politiques publiques, au machin, mais ça représente que dalle par rapport au grand flux, au flux financier majoritaire qui est l'épargne. En France, on a 5 000 milliards d'encours. Et si on veut opérer la transition, on peut le faire à deux niveaux, ou en faisant de la création monétaire dirigée vers la transition écologique et sociale. Donc ça, c'est des activités de financement, des activités bancaires, ou opérer une redirection des encours. Et nous, c'est sur ça qu'on veut travailler, sur les encours d'épargne et voir comment ces encours-là pourraient être dirigés vers la transition sociale et écologique. À l'origine de Rift, il y avait l'ambition de lancer en fait nous-mêmes des produits du quotidien, de l'assurance vie, des livrets, etc., pour proposer une gamme de produits financiers vraiment durables. En fait, ce qu'on a réalisé, c'était il y a 3 ans, c'était qu'on était incapable de proposer un produit d'épargne vraiment durable, C'était ton pour la projet simple il et y a bonne 3 ans, raison je que me déjà, on souviens. n'a pas accès à l'information. Non, j'ai dit c'était Comment? ton. On dit un début. Oui, je me souviens de ce projet que tu portais il y a 3 ans et que tu as transformé du coup, en quelque sorte. Exactement. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas, si on était honnête intellectuellement, dire qu'on était capable de structurer un produit de finance vraiment durable. Parce qu'on n'a pas accès à l'information, déjà, sur les sous-jacents de l'épargne. Donc, par exemple, pour prendre un exemple assez classique de l'assurance vie. Aujourd'hui, un produit d'assurance vie, qu'est-ce que c'est? Il y a une part de fonds euros. Donc, ça veut dire que c'est des fonds qui sont garantis par l'État, qui sont censés être en majorité investis dans de la dette souveraine. Mais ce n'est pas trop le cas. Aujourd'hui, il y a une part en fait dans la dette souveraine et une part dans des obligations, des actions d'entreprise. Cette part-là, aujourd'hui, elle est complètement nébuleuse. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment quelles entreprises ça finance, quel secteur d'activité. Voilà. Donc, c'était compliqué pour nous déjà d'accéder à cette information sur les fonds euros. Et ensuite, on a des fonds d'investissement où, effectivement, pour pouvoir avoir accès à cette donnée, il faut l'acheter auprès de fournisseurs de données américains, etc. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir une information, une évaluation, une analyse environnementale homogène sur les différents produits. Parce qu'en fait, chacun faisait sa propre analyse avec sa propre méthode, ce qui était souvent contradictoire. Et du coup, on était incapable de savoir si le produit A ou le produit B était le plus émetteur et lequel allait vraiment nous aider à aller vers la transition. Donc, on s'est dit, on a une posture assez intéressante, l'ITA, parce qu'on est indépendant. On pourrait, nous, être cet acteur qui donne cette information-là et qui permet aux gens de faire toujours les meilleurs choix en matière de finances durables. C'est pour ça que depuis 3 ans, du coup, on a travaillé sur cette base de données qui regroupe l'information sur l'ensemble des produits d'épargne des Français. On a travaillé sur les évaluations environnementales avec notamment Carbone 4, avec 2 Degrees Investing, avec la NEC.
Et du coup, on a L'ANEC, développé ce désolé, produit Rift qu'on a lancé il y a 2 semaines. Carbone 4, etc., c'était des cabinets de. L'ANEC, c'est Ouais, la, je ne connais pas. Voilà. Donc, peut-être que tu peux en dire 2 mots, peut-être que l'ANEC, tu c'est la connais. Oui, bien sûr. C'est la Net Environmental Contribution. D'accord. Donc, en fait, je vais vous présenter l'app, comme ça, vous allez mieux comprendre. C'est un indicateur biodiversité et impact environnemental global. Donc, en gros, l'application, qu'est-ce qu'elle fait? Vous ajoutez votre banque, vos produits, et ensuite, elle va scanner ces produits-là et vous donner l'information sur quels secteurs d'activité sont financés, parfois quelles entreprises, pas toujours parce qu'on n'a pas toujours accès à l'information. Si vous avez la présence de secteurs controversés dans votre portefeuille, donc on a détecté la présence d'entreprises dans l'armement, dans l'huile de palme, dans le nucléaire, c'est encore. Nous, vu qu'on Le fait une carbone 4, ça va analyse être difficile de se mettre d'accord environnementale là-dessus. Mais... et carbone, voilà, on on n'a pas d'avis sur la question. On pense juste que l'enjeu, il est quand même très climatique à moyen terme et que si c'est fermer des centrales pour réouvrir des centrales de charbon, on ne voit pas trop le sujet. Donc, du coup, on essaie quand même de pousser une analyse sur l'empreinte carbone qui, effectivement, n'intègre pas forcément la question du nucléaire comme étant quelque chose de néfaste. Par contre, on va le faire au niveau plutôt de l'indicateur environnemental, où là, on va avoir une approche globale de la biodiversité, de l'impact environnemental, et là, on peut retrouver des analyses un peu plus fines sur des différents secteurs, dont le secteur du nucléaire. Donc, en gros, notre, notre enjeu, c'est de scanner et ensuite de donner une analyse environnementale avec 4 indicateurs. Le premier qui est l'empreinte, où en fait, on va vous donner les équivalents Paris-New York de votre épargne, avec une visibilité sur l'empreinte carbone. Le deuxième qui est la température, donc savoir si tout le monde épargnait comme vous, on serait à quel scénario de température? On est plutôt à 1,5, parce qu'on est plutôt à 6 degrés. Aujourd'hui, le marché est autour de 5 degrés. Et également une analyse de l'impact sur la biodiversité, donc avec la NEC, où on analyse les différents secteurs et les impacts. Et après, un dernier indicateur qui est très intéressant, qui est l'indicateur des risques physiques. C'est un indicateur en fait, qui analyse l'impact du changement climatique sur la valeur financière. Donc, en fait, qui même fait une projection économique de ce que la non-prise en considération des enjeux climatiques peut avoir d'un point de vue économique. Donc ça, c'est le premier bloc de l'application et bientôt, on va rajouter des indicateurs sociaux, sociétaux, etc. Le deuxième bloc, c'est la partie agir. On vous permet d'agir à 2 niveaux. Déjà, en répondant à un questionnaire qui va permettre en fait, d'analyser vos valeurs et la vision que vous avez de l'impact que vous voulez avoir avec votre argent et vous proposer des produits qui sont en lien avec ces valeurs-là. Et la deuxième partie agir, c'est une partie mobilisation. En fait, le secteur financier, c'est un secteur qui est assez complexe, que les gens ne s'approprient pas forcément, ce qui fait que derrière, en fait, il y a peu de mobilisation autour de ces enjeux et qu'on a des choses assez dingues comme BlackRock qui est nommé par la Commission européenne pour définir nos normes environnementales et ça fait broncher personne parce que personne n'avait l'info et surtout personne ne comprend vraiment c'est quoi l'enjeu Je d'avoir vais BlackRock préciser, qui BlackRock, c'est définit un fonds nos d'investissement. normes environnementales. BlackRock, qui est un grand fonds américain. Je précise simplement qu'il a été missionné pour faire une étude sur le champ, enfin, l'adaptation du secteur financier. Évidemment, BlackRock, bon, alors, même s'ils ont décidé de s'engager, enfin, il y a des grandes ambitions là-dessus ou des lettres qui sont publiées, étaient évidemment partie prenante, donc des conflits d'intérêts potentiels. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, ça n'a pas encore complètement été annulé, en fait, cette mission, je crois. Non, non. Alors en fait, ouais, c'est intéressant. Alors, BlackRock, effectivement, il gère à peu près 6 500 milliards d'encours. C'est le premier asset manager, gestionnaire d'actifs au monde. Il a à peu près 90 milliards dans les énergies fossiles. Depuis 2015, ils ont voté à 85% contre les mentions climatiques dans les entreprises. Et on a un rapport qu'on est en train d'analyser sur l'engagement actionnarial. Si BlackRock avait voté pour, si un acteur financier avait voté pour certaines mentions climatiques, on aurait déjà inversé la tendance en termes de réchauffement de la planète. Donc, ils ont un rôle structurant dans le réchauffement climatique et dans l'impact environnemental global. Ils sont au cœur du sujet. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils ont développé une approche, ils ont racheté une entreprise qui fait de l'évaluation environnementale, qui s'appelle MSCI. Et cette entreprise-là, en fait, il y a très peu, il n'y a pas du tout une muraille de Chine entre cette entreprise qu'ils ont rachetée et leur activité d'investissement. Et surtout, ce qui est le plus problématique dans cette nomination, c'est que BlackRock a toujours été opposé à la vision de l'Union européenne sur l'évaluation environnementale du secteur financier. Parce que BlackRock ne prend en considération dans ses analyses que l'impact du changement climatique sur la valeur financière et ne prend pas en compte l'impact de l'économie sur le changement climatique et sur la biodiversité, sur l'environnement en général. Du coup, ils ont une approche très financière
du changement climatique qui fait qu'il y a tout plein de choses, notamment la maîtrise de certaines espèces ou certains enjeux de biodiversité ou même sur certains scénarios de température où en fait ça n'a pas forcément d'impact sur la valeur financière à leur sens parce qu'ils n'ont même pas une approche assez holistique de la chose. Donc du coup, ils déconsidèrent une partie de ce qu'on appelle la taxonomie verte, qui est quelque chose qui définit ce qui doit être vert et ce qui ne l'est pas. Du coup, c'est une vision complètement opposée à celle de l'Union européenne, donc c'est extrêmement surprenant qu'ils aient été nommés. Et la deuxième chose qui, là, effectivement, a été rapportée par l'inspectrice, c'est qu'ils ont proposé une offre qui était à moitié moins chère que la valeur de l'offre qui avait été proposée par la Commission. C'est sûr qu'ils Donc, n'ont il pas faut une forcément mission beaucoup besoin de moins cette chère pour se développer du business. Voilà. Donc, c'est tragique, en fait. Non, Alors, non, non. Donc, en fait, c'était juste pour se positionner en tant que leader sur ce c'est du secteur. lobbying. C'est très problématique. Je me permets de t'interrompre pour passer à un autre volet en fait, de ces discussions que j'aimerais qu'on ait ensemble et qui est sur, en prenant un peu de position un peu plus méta, sur la finance juste. Est-ce que tu pourrais en quelque sorte la définir, ces finances justes, et en quoi elle bouge, enfin, elle est différente de la finance classique, si tu as Alors, compris la question. la finance. Oui, j'essaye. Alors, la finance classique, ses problèmes, c'est la déconnexion qu'elle a avec l'économie réelle. C'est la monovision, la vision assez monochrome de ce qui est performant d'un point de vue financier et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est le fait de l'indicateur unique, du retour sur investissement. C'est également la volatilité de cette finance. Donc, le fait que pendant une période comme celle du Covid, effectivement, il y a plein de... Les marchés s'emballent, une annonce fait que les marchés s'emballent, fait qu'un acteur comme Danone, qui est complètement rentable, en fait, se retrouve à virer 2500 personnes parce que son cours de bourse a perdu 30 points, parce qu'effectivement, tout le monde s'est emballé, alors que l'entreprise est rentable. Voilà, donc ça, c'est un gros problème du secteur financier, c'est sa volatilité. Et le dernier problème, c'est son incapacité à être moteur de la transition. Donc, en fait, la finance juste, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a plusieurs types de finances dites justes. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, dans la grande famille de l'ISR, de l'investissement socialement responsable, de ces acteurs qui investissent dans l'économie classique mais essayent de la faire changer, il y a un peu deux grosses familles. Il y a la famille qui va sélectionner, qu'on appelle la famille un peu du best in class ou la famille de la sélection, qui sont une famille qui va se dire on va prendre les meilleures entreprises, celles qui se comportent le mieux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue gouvernance, et on va les favoriser et on va exclure celles qui se comportent le moins bien. Ou parce qu'on considère que tout le secteur doit être exclu, comme par exemple l'armement, ou on considère que parce qu'elles se comportent vraiment mal dans leur secteur d'activité. Cette famille-là, elle est très réjouissante d'un point de vue individuel parce qu'on se dit moi, je vais être beaucoup plus en phase avec mes valeurs et mes produits. Sauf que d'un point de vue macro, elle n'a aucun intérêt. Voilà. C'est aujourd'hui les études qui le prouvent beaucoup. Elle fait de la sensibilisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous décidez d'arrêter d'investir, il y aura toujours un investisseur étranger qui viendra placer. Donc en fait, en gros, finalement, il n'y a pas de changement économique. Ça n'opère pas un réel changement économique. Il faudrait que tout le monde entier soit ISR, que la City, que le Stock Exchange, que machin. Enfin, en fait, pour que vraiment, il faudrait un truc qui serait très macro. Voilà. Par contre, la famille qui marche un peu mieux, c'est la famille de l'engagement actionnarial. Donc, c'est une famille qui consiste à dire on va faire de l'investissement classique, on va investir sur les marchés et ce que le marché représente, et on va essayer de changer l'entreprise de l'intérieur parce qu'on sait à quel point aujourd'hui les décisions se prennent à l'Assemblée générale et qu'on a une approche très top-down dans la hiérarchie, dans le marché des entreprises aujourd'hui. Et du coup, on va essayer d'aller modifier les statuts des entreprises, on va essayer de les aligner avec des enjeux climatiques, on va essayer de transformer les types d'indicateurs, on va essayer de transformer l'entreprise en entreprise à mission, etc. Et cette famille d'engagement actionnarial, c'est celle qui aujourd'hui a le plus de résultats concrets en termes d'impact. Donc, c'est celle qu'il faut favoriser. Et après, dans la finance dite juste, il y a ensuite celle qui va financer directement une activité sociale ou écologique. Donc, ça peut être dans les grands groupes aussi, parce qu'on va avoir dans la finance dite directe des produits comme les obligations vertes ou les obligations sociales, qui sont en fait des produits qui vont nous permettre d'investir dans, je sais pas, Total par exemple, ou dans une entreprise non cotée, mais que son investissement soit directement corrélé à un projet de création de valeur écologique. Voilà.
Et ensuite, il y a toute la famille de l'impact investing, qui est là de l'investissement direct dans les activités sociales et écologiques. L'ITA, par exemple. Alors, pour continuer dans ce registre, en fait, comment une entreprise, une grosse entreprise, une petite entreprise, peut se saisir et utiliser finalement, selon toi, cette finance plus juste, moins classique, pour contribuer à la transition? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de flux financiers aujourd'hui qui sont dirigés vers cette finance-là. Donc, c'est une opportunité assez intéressante pour les jeunes entreprises. J'avais une conférence juste avant, on parlait de la différence entre la révolution digitale et la révolution de la transition écologique et sociale. C'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque de la révolution digitale, ça a effrayé tout le monde. Pareil, quoi mais pour quel résultat? Et ça va modifier tous les process de l'entreprise, mais c'est un budget d'investissement trop important. Et toutes les entreprises se sont cassées la gueule avant, celles qui notamment faisaient des annonces comme quoi elles avaient fait leur révolution digitale, ça faisait flipper leurs investisseurs parce que ça. Bon, et on retrouve beaucoup de similarités, de peur d'une transition de l'entreprise, de nouveaux modèles, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu dans le même cas de figure. On demande aux entreprises, aux grandes entreprises, d'analyser maintenant l'impact qu'elles ont sur l'économie circulaire, d'analyser leurs empreintes carbone, enfin, en fait, de changer leur approche bilancielle, comptable, leur chaîne de valeur, de faire un nouveau type de reporting. Ça les fait flipper. Donc, elles se comportent un petit peu comme à l'époque de la révolution digitale. Elles ont besoin de nouvelles innovations, elles ont besoin de PME, de plus petites entreprises en fait, qui les aident à faire leur transition. Donc, on voit qu'il y a une opportunité assez importante pour les entreprises qui réfléchissent à des nouveaux modèles aujourd'hui parce que ça intéresse de plus en plus le tissu économique qui voit cette révolution arriver, qui ne sait pas comment l'appréhender On a peur. et qui du coup va créer des fonds d'investissement, va créer des partenariats, des synergies et qui en a peur. Et en montrant en fait qu'on a des entreprises et des initiatives qui sont efficaces d'un point de vue économique et qui résoudent ces enjeux-là, on peut avoir un énorme impact. On a tendance à souvent évaluer l'impact des entrepreneurs sociaux à leur activité, et c'est une erreur. Parce qu'en fait, un entrepreneur social, quand il montre l'opportunité sur une verticale d'activité de développer une chaîne de valeur soutenable, et ben en fait, il a un impact systémique. Et ça, c'est vraiment aussi l'enjeu aujourd'hui qu'on essaie de pousser. Alors, élargissons ou orientons-nous vers ton activité en coprésidente d'Impact France que tu as présenté au début. Donc, on ne va peut-être pas revenir sur cette présentation. Mais du coup, il me vient une question. Vous voulez plutôt convertir les entreprises classiques qui aujourd'hui doivent mener cette transformation en interne ou vous concentrer à faire émerger, à pousser l'émergence d'entreprises qui sont déjà ou qui ont en leur cœur, dans leur identité même, cette volonté de contribuer, comme tu dis, de façon systémique. Ou les deux, en général. Les deux. En gros, aujourd'hui, on arrive à un moment où le mouvement des entrepreneurs sociaux arrive à vraiment réunir les entreprises, les pionniers de la transition sociale et écologique, continue encore à les chercher, mais déjà à cette ambition de fédérer l'ensemble de ces entreprises-là. Par contre, ce qu'il offre comme possibilité, c'est de se dire qu'on a un combat qui est même plus grand que nous. Bien sûr. On doit développer des opportunités business pour nos activités. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de plaidoyer au niveau des métropoles, au niveau des régions, au niveau de l'État, pour qu'il y ait une priorisation de ces entrepreneurs-là sur les appels d'offres parce qu'ils répondent à des problématiques d'intérêt général. Donc, ils ont des coûts il y a des coûts évités pour l'État. Il faut privilégier ce type de modèle. Donc là, quand on fait ce plaidoyer-là, on va les aider, eux, à avoir de plus d'opportunités. Quand on va les connecter avec des grands groupes, etc., on va les aider à avoir plus d'opportunités. Mais aussi, si on veut vraiment opérer un changement systémique et si on veut même que ces entrepreneurs-là sociaux soient des pionniers et puissent vraiment être concurrentiels par rapport au reste de l'économie, il faut que le reste de l'économie fonctionne et fasse sa transition. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Typiquement, on ne peut pas pousser comme on le pousse aujourd'hui un indicateur comme l'impact score pour évaluer celles qui se comportent plus ou moins bien d'un point de vue social, écologique, au niveau du partage de la valeur et du partage du pouvoir, si en fait on n'a pas l'adhésion des autres entreprises. Et en fait, si on crée cette adhésion-là, on valorise et on promeut l'entrepreneuriat social des pionniers. Donc on a ouvert un collège qui s'appelle le Collège des entreprises en transition. En fait, on va permettre aujourd'hui des PME qui travaillent sur
une ou deux des thématiques d'impact, donc ou l'impact écologique, ou l'impact social, ou le partage du pouvoir, ou le partage de la valeur, et qui ont envie d'évoluer sur les autres thématiques, de nous rejoindre, parce qu'elles-mêmes, les PME qui sont représentées par le MEDEF, elles nous disent aujourd'hui, non mais en fait, on ne porte pas cette vision-là. On est des dirigeants, on veut créer des opportunités économiques, mais par contre, nos opportunités économiques, on en mesure les externalités. On veut créer l'emploi au niveau local, on veut trouver des nouvelles chaînes de valeur, on veut réindustrialiser en verdissant l'industrie française, etc. Donc, en fait, ils voient en ça une réelle opportunité. Et donc, en fait, notre but, c'est de créer vraiment cette fédération entre ces entrepreneurs en transition qui vont devenir des entrepreneurs pionniers, les entrepreneurs pionniers et puis les réseaux des entreprises engagées pour avoir en fait un interlocuteur unique pour le gouvernement, pour également les grands groupes, etc. Et pour vraiment fédérer ce réseau et l'unifier parce que le MEDEF, ils sont très unifiés, ils sont très forts, ça a toujours été comme ça. Et alors que nous, on se bat souvent sur des petites choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêts, qui ne sont pas des vraies lignes rouges. Et en fait, on peut travailler collectivement à faire notre modèle, que ce soit un modèle de pionnier. Et l'Impact Score en est la preuve parce qu'on a réussi à le construire avec vraiment des familles d'entrepreneurs très différentes. Alors, il y a dans le public des personnes qui sont en position de faire levier dans leur boîte. Admettons que tu sois dans une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, la technologie, le conseil ou autre, ou l'industrie. Comment t'y prendrais-tu, toi? Vaste question. Mais pour initier la transformation interne de ma boîte, quels sont pour toi les principaux leviers, les premières actions peut-être à mener? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, la première chose, c'est de connaître vraiment en fait sa boîte. Et c'est pour ça qu'en fait, l'Impact Score, on travaille avec beaucoup de grandes entreprises comme Orange, BNP, etc., qui commencent à réfléchir à comment utiliser ces outils-là pour déjà apprendre à connaître leur chaîne de valeur, à voir où sont leurs points forts et où sont vraiment leurs leviers d'action. Parce qu'il y a plein de critères assez simples auxquels les entreprises dans leur rapport RSE ont toujours pensé et plein d'autres en fait sur lesquels elles n'avaient pas forcément misé et qui peuvent avoir un très fort impact. Donc c'est la première chose que je ferais déjà, c'est de connaître et d'avoir une vision en transparence sur l'impact de son entreprise. La deuxième, c'est d'aller sensibiliser ses actionnaires. Donc nous, on fait beaucoup on peut aller dans des conseils d'administration, etc., pour sensibiliser les actionnaires de ces entreprises, ceux qui sont en décision finalement, au risque de l'entreprise si elle ne fait pas face à ces enjeux. Si elle met la tête dans la terre, qu'est-ce qui risque de se passer concrètement? Donc vraiment d'analyser ces scénarios-là. Et donc vraiment de les sensibiliser sur une vision plus résiliente de leurs investissements. Ensuite, c'est d'organiser le dialogue social d'une manière plus responsable. Ça veut dire de ne pas être forcément sur des enjeux très patron-salarié, mais d'aller opérer un dialogue social sur quel est l'avenir de l'entreprise pour vous. Vraiment d'impliquer les salariés et de voir en fait la manière dont ils perçoivent le risque auquel est exposée l'entreprise sur ces enjeux, ce qu'ils aimeraient voir dans l'entreprise. Donc voilà, donc en fait on essaie vraiment, ce qu'on propose c'est vraiment d'être à différents niveaux, d'être au niveau de la compréhension de la transparence de l'équipe du management, d'aller sensibiliser les actionnaires, d'aller opérer une discussion sur ces enjeux stratégiques avec le corps social et ensuite, du coup, d'être capable de voir concrètement où sont les leviers d'action et de ne pas prendre des décisions top-down ou que du management ou que des actionnaires, etc., qui en fait ne vont pas se diffuser dans l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment de faire ça en 3 points et nous, on essaie de le faire avec le mouvement Impact France, avec quelques boîtes et on se rend compte que c'est extrêmement riche. C'est très riche. Difficile, ça prend du temps, mais c'est plus riche et ça a plus d'impact. Donc, selon toi, je vais enfoncer une porte ouverte, si tu me permets, mais les entreprises qui prennent en compte leur impact environnemental et social dans leur stratégie seront plus résilientes que les entreprises qui ne le font pas. Pourquoi? C'est facile comme question, en fait. Pourquoi? Alors déjà, il y a les risques climatiques qui sont quelque chose quand même de très simple à analyser. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à développer
son business avec des ressources qui diminuent. Enfin, je veux dire, c'est assez. Moi aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, si on voit les prédictions des scénarios, notamment qu'on fait sur les risques physiques avec Carbone 4, je vous conseille à tous, hein, toujours, hein, d'écouter les vidéos de Jean-Marc Jancovici, Ouais. qui Les permettent mettre, vraiment juste de faire un. 44 et Jean-Marc Jancovici, et puis son think tank, le Shift. Si on peut mettre ça dans les liens, comme ça vous The pourrez, Shift que vous Project, ouais, connaissez, mais comme ça vous pourrez facilement y accéder. Pardon, je c'est t'ai coupé. ça. Non, pas de souci. Donc, ça permet vraiment en fait de comprendre concrètement si on ne prend pas en compte les enjeux climatiques dans le développement d'une entreprise, les risques financiers, économiques auxquels on s'expose. Bon, après, La ça, deuxième c'est vrai. chose, c'est qu'on se rend compte que comment? On disait d'infrastructure aussi pour certaines. Oui, tout à fait. Alors après, effectivement, il y a une autre question qui est la question de la résilience des chaînes de valeur. Donc, la crise Covid qu'on vit, c'est la première d'une longue série de Ne nous déprime. peurs et de problématiques qui vont s'opérer. Comment? J'ai dit ne nous déprime pas totalement, s'il te plaît. Pardon, désolée. Mais non, mais on peut voir la chose de manière positive aussi. C'est ça qu'on essaie de montrer. C'est que, en fait, on peut avoir une mondialisation saine. Voilà. Et une mondialisation saine, c'est être capable de détenir ses moyens de production. C'est être capable d'avoir développé quand même des circuits courts économiques qui permettent effectivement de garder quand même un lien avec les autres pays, mais d'avoir une forme aussi de protectionnisme sur, pardon, excusez-moi, d'avoir une forme de protectionnisme aussi sur ces chaînes de valeur. Donc, on a vu notamment que les entreprises dans le secteur textile qui ont été capables de se mobiliser pour la production de masques, les entreprises adaptées, etc., qui avaient des usines en France, ont eu des opportunités de marché assez intéressantes au moment du Covid et ont été capables de réagir beaucoup plus vite en fait que des grands groupes qui ont une infrastructure qui était beaucoup plus massive. Donc ça montre aussi un enjeu de résilience. Aussi, celles qui ne sensibiliseront pas leurs actionnaires sur le court-termisme de leur prise de décision n'arriveront pas à être résilients d'un point de vue économique. Le cas Danone en est encore un très bon exemple. C'est qu'en fait, si on ne sensibilise pas les actionnaires à toutes les décisions long terme qu'on prend, on sera toujours dans des situations où il y aura toujours des petites crises. Je veux dire, une crise, c'est pas grave. Nous, en entrepreneur social, on fait face à des crises tous les jours. Une Tous crise, les c'est pas jours. grave. C'est juste un moyen de prendre conscience des choses. Tous les jours. Tous les jours. Enfin, si on regarde la finance mondiale, en même temps, c'est normal. Mais, et du coup, il faut être capable de répondre à ces crises-là et de montrer qu'à chaque fois qu'on a une crise, on ne va pas faire un énorme plan de licenciement, rewarder le PDG et c'est reparti pour une autre l'année d'après, quoi. Et verser un peu de dividendes et montrer qu'en fait, il n'y a que ça qui fait qu'on arrive à maintenir une société. C'est pas possible. Et aussi, il faut aussi faire très attention parce que on ne peut pas développer des entreprises saines sur une économie et une société qui ne l'est pas. Et là, il y a énormément d'analyses. Vous pouvez regarder sur notamment ISR qui montre que la non prise en compte des enjeux politiques, de gouvernance, sociaux de la société en général quand on s'implante ou quand on développe une activité, nous rend beaucoup plus vulnérables en termes d'activité économique. Donc, en fait, on a tout intérêt en tant que dirigeant d'entreprise à développer des sociétés qui se développent dans une société qui est saine pour la pérennité de nos sociétés. Donc voilà C'est très la clair. raison pour laquelle je pense que N'hésitez pas si vous les avez des décisions sont plus questions à résilientes. poser en direct à Eva, parce que le temps passe vite dans les engagements corporate. On n'a que 3 quarts d'heure, ce qui est une gageure énorme. Et Oui. donc, on va bientôt arriver à la fin de ce passionnant dialogue, enfin surtout de cette passionnante intervention. Moi, je ne fais que relayer et d'entretenir. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est tout de suite et maintenant. Après, il sera trop tard. Vous levez la main, on vous ouvre le micro, ou vous la posez directement dans le chat. Et je suis sûr que vous êtes passionné par ce que dit Eva. Du coup, un petit point, tu as parlé dans différentes interviews de une sorte de plan Marshall pour l'économie, pour révolutionner l'économie, pour investir différemment. Tu nous en dis 2, 3 mots? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a travaillé beaucoup pendant le Covid. On y passait la nuit pour le Bercy et également Matignon sur un plan de relance vert et social qui avait pour objectif, effectivement, d'utiliser cette opportunité, cette crise, en fait, comme un moyen, parce que quand il y a une crise, il y a une forte liquidité qui sont disponibles, comme un moyen d'orienter ces liquidités vers des structures
ou des projets créateurs de valeur sociale et écologique. Donc, on a travaillé sur les différentes verticales avec un plan qui était interministériel sur les entreprises, sur l'industrie, sur la tech, sur la consommation, sur le textile, etc. Mm. Avec la création de lignes qui permettraient de financer des activités créatrices de valeur sociale et écologique. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'il en reste de ce plan, donc avec plusieurs mesures, notamment une éco-conditionnalité qui était basée sur les critères de l'impact score, une transparence, une TVA réduite, etc. Aujourd'hui, on en est où? Donc, aujourd'hui, la partie relance de la demande, ça veut dire tout ce qui est la question de TVA, etc., n'a pas du tout été prise en compte. On est dans un plan de relance un peu étrange où en Ouais, fait, on renforce les fonds propres des entreprises, mais on ne relance pas la demande. Donc en fait, même si on n'est pas soucieux des enjeux sociaux et environnementaux, même d'un point de vue économique, c'est assez ça, bizarre parce c'est que on ne fait rien en fait pour relancer la demande, même la consommation de fossiles. Enfin, donc c'est assez étrange comme plan. La deuxième chose, c'est qu'on retrouve beaucoup des choses qu'on avait proposées, notamment en termes de relocalisation, de digitalisation de la tech, d'investissement dans des innovations environnementales. Par contre, le problème, c'est que ces flux financiers sont en train de se diriger vers pas forcément les bons interlocuteurs et surtout, c'est des flux financiers qui ont surtout souvent été négociés en amont. Donc en fait, ce qui permet de renforcer les fonds propres et pas vraiment de développer des nouvelles activités. Donc on est plus sur un plan euh, d'urgence un réel plan de relance. Donc des c'est ce investissements qui à nous long terme. fait, c'est ce qui nous fait un peu peur. On est d'accord. Voilà, donc on n'est pas vraiment sur de la relance économique. Donc c'est ce qui nous fait un peu peur. Et surtout, en fait, on a un budget d'hiver. Donc ça, c'est un truc qu'on avait poussé, d'avoir un budget vert. Mais on n'a pas forcément de visibilité sur le réel impact environnemental des entreprises. Donc ce qui a été voté, c'est juste une transparence sur l'impact environnemental, sur le scope 1. Donc ça veut dire vraiment l'activité de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, les entreprises, sur le scope 1, c'est souvent entre 10 et 20% vraiment de leur activité parce que il y a tous les fournisseurs, tous les sortants, etc., qu'il faut aussi analyser si on veut une vision réellement de l'impact écologique. Tu peux Donc ça, nous, c'est aussi notre pardon, je problème aujourd'hui. t'interromps. Est-ce que tu peux nous Je t'en rappeler prie. scope 1, scope 2, scope 3, s'il te plaît? Tout le monde n'est peut-être pas Ouais, connaisseur sur le sujet. bien sûr, bien sûr. Alors, en gros, les scopes d'analyse environnementale, ça nous permet en fait d'avoir une vision de l'empreinte de l'entreprise Mhm. sur les différents niveaux d'émissions. Donc, il y a les émissions directes. Et là, en fait, c'est le scope 1 qui regroupe les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées vraiment à la fabrication des produits. Une usine et puis Donc, c'est par le exemple, carbone qui la sort. consommation d'énergie pour la fabrication. Ouais. Voilà, exactement. Mhm. Après, il y a le scope 2, qui est les émissions qui sont indirectes, qui sont liées à la consommation. Donc, par exemple, pour pouvoir produire quelque chose, il faut consommer de l'électricité pour alimenter les usines. Voilà, Mhm. si vous voulez. Donc, en gros, quand avec le scope 1, on mesure que la Ce qui sort. production, mais on ne mesure pas toute l'électricité qu'il faut pour les usines. Donc, c'est tout ce qui sort. Donc, ça, c'est les émissions indirectes. Et ensuite, le scope 3, c'est toutes les autres émissions dont notamment la fin de vie, l'utilisation, le transport. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui permet, au-delà de la création du produit, de pouvoir distribuer ce produit. Et notamment, toutes les chaînes de valeur déconstruites, quand on va commander un t-shirt à l'autre bout du monde, bah, ça, c'est du scope 3. Mhm. Et si Oui, on n'a pas le scope 3, par exemple, l'industrie du textile n'est pas oui, la plus polluante. exactement. Alors que l'industrie du textile est celle qui est la plus polluante aujourd'hui. Donc, du coup, on voit bien qu'on ne peut pas aujourd'hui travailler qu'en scope 1 sur énormément d'industries. Comment lier les intérêts de ces entreprises et associations modèle économie? Ouvrir la question, mais en fait, il va falloir qu'on rende l'antenne, ma chère Eva. Mais je pense que tu as quand même Ah, pas mal répondu à répondre? Vas-y, si tu veux. D'accord. Allez, en vitesse. On prendra 5 minutes. Non, non, mais Vas-y, non, vas-y, Eva, t'inquiète. vas-y. Eva. Non, non, mais euh, Mais tu as pas mal répondu déjà. Je non, pense non, non, bah que... ouais, non, non, mais c'est effectivement, il y a la question des associations. Et nous, on défend complètement le fait que tout ne peut pas être dans le marché et Mhm. que c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup poussé le fonds Avec des sur les obligations. aides pour les petites associations, etc. Et il faut faire, voilà, faut faire très attention aussi à ne pas être dans une vision solutionniste de l'entrepreneuriat social qui répondrait à tous les enjeux de l'État-providence et toujours défendre aussi les structures qui nécessitent de l'aide sans contrepartie. Mhm. Et effectivement, ça demande d'avoir aussi ce plaidoyer collectif. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans le solutionnisme
technique. Voilà, Merci d'y avoir ce répondu qu'on essaie de avec faire. autant de Voilà. précision et de rapidité. Chez Engage, on aime dans tout ce qu'on fait, finir ou commencer d'ailleurs, par de l'art. Alors, on t'a demandé de choisir une œuvre d'art qu'on va partager. Je crois que c'est Marika qui va faire ça. Est-ce que tu pourrais nous partager, Marika, l'œuvre d'art que tu as choisie? Un peintre espagnol, je crois, visiblement. Alors, c'est un peintre argentin qui s'appelle Argentin, Antonio pardon. Berni Argentin. et ouais, l'œuvre s'appelle Manifestation. Donc, au-delà en fait, de l'œuvre, déjà en préambule, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a voulu représenter les ouvriers. Et c'est une peinture d'une manifestation post-crise financière. Donc, c'était un peu en lien avec notre sujet. Mais surtout, il a voulu lutter contre l'héroïsation de la classe ouvrière qu'avaient tendance à faire notamment les peintres communistes ou même l'État en place. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on héroïse souvent pour ne pas agir. On a héroïsé les médecins, on héroïse les auxiliaires de vie, on héroïse tout ce beau monde, mais en fait, on leur donne rien. Alors que eux, ce qu'ils demandent, et ça, c'est ce qu'il y avait écrit en bas du tableau, c'est pan en trabajo, donc le pain et du travail. En fait, en gros, les revendications de ces gens, elles sont simples. Et le fait de se cacher derrière des grandes idéologies ou derrière ces phénomènes d'héroïsation nous permet pas d'aborder la question. Et en fait, c'est ce qu'on essaie vraiment de transmettre aujourd'hui, c'est que nos revendications, elles sont simples. On parle d'écart de rémunération, on parle de limiter les empreintes écologiques, on parle de permettre aux gens d'avoir un travail et on ne parle pas de grandes idéologies. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai voulu caractériser avec ce tableau-là. Enfin, c'est Et bien puis après, en d'applaudir, plus, on est mais dans un contexte. c'est Mm, bien d'applaudir les médecins, mais faut leur, et les aides-soignantes, etc. Mais il faut leur donner les moyens de travailler et d'être rémunérés. voilà, Voilà, même si les deux exactement. ne proposent pas Donc, je vous nécessairement. contexte de... Non, tout à fait. Donc, je vous conseille de regarder l'œuvre de ce peintre qui est un peintre communiste, mais qui vraiment illustre plein de choses qu'on est en train de constater encore aujourd'hui, sur lesquelles on n'arrive pas vraiment à évoluer. Voilà. Bon, merci infiniment, Eva, à la fois pour ta passion, pour ton Avec plaisir. énergie, pour la justesse et la précision, toujours ça qui est fantastique avec toi, de ton analyse. Donc, merci infiniment. Et puis, nous, on va se nourrir de ça et des précédentes interventions pour essayer de voir comment on peut les transformer, ces satanées entreprises. On va être des résistants. Merci beaucoup, Eva. À très Merci. vite. Et longue vie à toi. Et Merci, garde bonne cette énergie co-construction. précieuse et ton sourire, tout ce que tu fais, l'énergie que tu déploies. Merci. À très vite. Merci à Salut, Eva. vous. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt.